Crimes de guerre, science frauduleuse, effets secondaires mortels, et la sombre vérité sur la question de savoir s'ils veulent vraiment que vous alliez mieux. Voici les théories du complot les plus folles sur Big Pharma qui se sont révélées vraies. Numéro 14. Les grands médias d'entreprise mentent, en faisant porter la responsabilité de la crise actuelle des opioïdes sur les cartels de la drogue étrangers. En réalité, Big Pharma et le gouvernement américain collaborent depuis près d'un siècle pour profiter de la dépendance et de la mort. Et tout a commencé avec la Seconde Guerre mondiale, et un homme nommé Harry G. Anslinger, le véritable architecte de la guerre contre la drogue. Sa vraie guerre visait seulement les drogues dont lui et ses amis ne profitaient pas. Anslinger haïssait tellement les drogues qu'il devint le premier commissaire du Bureau fédéral des stupéfiants. Il est resté en poste, maintenant son leadership sous les présidences de Herbert Hoover, Franklin D. Roosevelt, Harry S. Truman, Dwight D. Eisenhower et John F. Kennedy. Son mandat a duré 32 ans. De toute évidence, il était un prohibitionniste passionné. Mais il y avait des motivations plus profondes en jeu. Selon le livre de Norman Ohler, Crypt, l'Allemagne nazie, la CIA est l'aube de l'ère psychédélique. Anslinger a conclu un accord majeur en 1939, alors que la Seconde Guerre mondiale faisait rage, 2 ans avant que l'Amérique ne s'implique officiellement. Les conflits récents montrent que la guerre perturbe toujours les chaînes d'approvisionnement, y compris les produits pharmaceutiques. Notamment, l'un des produits pharmaceutiques les plus précieux et dangereux, les opiacés. Anslinger, qui malgré tous ses nombreux défauts, ne manquait pas de ruse, s'est dit que ce n'était qu'une question de temps avant que la guerre ne fasse s'effondrer les chaînes d'approvisionnement en opium. Il a conclu un accord avec l'industrie pharmaceutique américaine pour investir massivement dans la production et le stockage de quantités massives de ces médicaments. Cela suffisait à approvisionner les États-Unis et leurs alliés durant la Seconde Guerre mondiale. Un mélange de financement public et privé américain a poussé la production d'opium en Iran, en Turquie et en Inde à son maximum, produisant de véritables montagnes de ce dangereux or brun. En 1942, l'année suivant l'attaque surprise de Pearl Harbor et l'entrée officielle des États-Unis dans la guerre, Anslinger a récolté le fruit de son investissement. Plus de 300 tonnes d'opium ont été importées aux États-Unis, transportées dans 10 camions jusqu'à Fort Knox, et gardé par des agents du Bureau fédéral des stupéfiants d'Anslinger armés de mitrailleuses. De là, il a été envoyé à toutes les compagnies pharmaceutiques, qui l'ont ensuite raffiné en médicaments opiacés. Cette prévoyance s'est révélée extrêmement rentable. Les alliés de l'Amérique ont fini par dépendre des opiacés américains pour leurs besoins médicaux sur le front, faisant de la Big Pharma américaine le dealer du camp allié. Quel a été le rôle des nazis ? Après la Seconde Guerre mondiale, le département d'Anslinger devait réglementer les stupéfiants illégaux dans certaines zones alliées de l'Allemagne dénazifiée. Là-bas, lui et d'autres responsables américains ont découvert la politique nazie de contrôle des drogues. Elles étaient efficaces, du moins sur le papier, si l'on ignore le fait que toutes ces lois servirent souvent de prétexte pour emprisonner des personnes juives sous de faux motifs. Anslinger a largement utilisé ces politiques pour orienter ses propositions à la commission des stupéfiants de l'ONU. Pourquoi tolérer la concurrence si vous cherchez à contrôler l'approvisionnement ? Comme vous le verrez avec notre prochaine conspiration, rien n'a changé. Numéro 13. Selon la DEA, 1 kg de fentanyl a le potentiel de tuer 500 000 personnes. On a atteint un pic de plus de 73 000 décès, rien qu'en 2022. Interrogez un politique, un policier ou une figure médiatique américaine, tous diront la même chose. Cela provient de la contrebande organisée par les cartels de la drogue mexicains et chinois. C'est une excuse bien commode, surtout quand on touche des pots de vin du véritable coupable. Pour reprendre un vieux cliché, l'ennemi est déjà dans la maison, et il vous offre un lap dance. La dernière partie n'était pas une figure de style, c'est réellement arrivé. Un cadre pharmaceutique de la société Insys Therapeutics a emmené un médecin de Chicago nommé Paul Madison dans une boîte de nuit, et ils lui ont offert un lap dance. Tout cela s'inscrivait dans un plan plus large visant à le pousser à prescrire davantage leur puissant spray de fentanyl, Sub-6, à ses patients. Et cela faisait partie des plus de 70 000 $ échangés entre Insys et Madison sous forme d'argent liquide et de cadeaux, pour le maintenir parmi leurs plus grands prescripteurs de Sub-6. Mais qu'est-ce que Sub-6 exactement ? C'est un spray de fentanyl en aérosol, plus de 100 fois plus puissant que la morphine. La FDA avait approuvé ce médicament uniquement pour les patients atteints d'un cancer en phase terminale souffrant de douleurs extrêmes résistantes aux autres traitements. C'est exact. Le Sub-6, c'est quelque chose que vous ne devriez prendre que si vous êtes déjà en train de mourir dans la souffrance. C'est pour cela qu'il a tué plus de 900 personnes depuis 2012. C'était le médicament qu'Insys poussait davantage de médecins à faire sa promotion en prescrivant hors indication.
Parce qu'il est tellement addictif. Même un seul nouveau patient rapporte à INSYS un revenu à 6 chiffres sur le long terme. Si la danse privée ne vous paraissait pas assez vulgaire, le procès pénal sur les affaires louches d'INSYS a révélé pire encore. Un clip de rap qu'ils avaient créé pour convaincre les médecins de prescrire plus de Sub-6. La vidéo, intitulée Great by Choice, met en scène 2 dirigeants d'INSYS en train de rapper à propos de leurs médicaments mortels. Pendant ce temps, un troisième artiste danse déguisé en énorme flacon de Sub-6. Fait intéressant. Le flacon de 1600 microgrammes, la dose légale la plus élevée. INSYS est sans doute l'une des entreprises les plus voyantes et les plus odieuses dans leur méthode de corruption des médecins. Mais elle ne fait que ce que toute l'industrie fait déjà. Une analyse de ProPublica en 2019 a montré que les médecins prescrivent davantage de médicaments de certaines entreprises après avoir reçu des honoraires de consultants. Avec de tels montants à 6 chiffres, conspirer avec des médecins est très lucratif, même si cela les pousse à trahir leurs patients. Mais dans une industrie corrompue, il y a bien des façons de transformer la maladie en profit. Numéro 12. Alors que tout le monde souffrait pendant la pandémie de Covid-19, Pfizer a connu quelques années exceptionnelles, gagnant 37 milliards de dollars grâce à leur vaccin en 2021. C'est officiellement l'un des produits les plus réussis de l'histoire de l'humanité. 2022 a été encore plus exceptionnel. Non seulement le vaccin s'est largement diffusé, mais ils ont aussi profité du succès de leur pilule anti-Covid-19 Paxlovid. Elle affichait un taux de réussite de 90% dans le traitement des symptômes graves chez les adultes vulnérables infectés par le virus. Tout cela semble formidable en surface, étant donné que toutes ces mesures ont indéniablement été extrêmement utiles pour maîtriser la pandémie et ont probablement sauvé des millions de vies. Comme souvent en entreprise, il y a des petites lignes qu'ils espèrent que vous ne lirez pas. Quand il s'agit de ces petites lignes, presque personne n'est autant lésé que les populations appauvries des pays en développement. L'organisation Global Justice Now a rapidement souligné que le vaccin de Pfizer avait été développé avec l'aide de BioNTech. La société allemande a bénéficié d'un joli coup de pouce de 100 millions d'euros de financement par emprunt de la Banque européenne d'investissement, détenue par l'État, et d'une subvention de 375 millions d'euros du gouvernement allemand. C'est la logique derrière une vieille blague, malheureusement vraie, sur l'industrie pharmaceutique. Nous payons tous nos médicaments 2 fois. D'abord, notre argent public finance leur développement via des contrats gouvernementaux. Puis nous payons cher le médicament que nos impôts ont aidé à créer. C'est un vrai champ de mine financier pour les Américains de la classe moyenne, et encore plus pour les plus pauvres des pays du Sud. Un représentant de Global Justice Now a très bien dit que les vaccins à ARN messager auraient dû révolutionner la réponse mondiale au Covid. Mais nous avons laissé Pfizer retenir ces informations médicales essentielles pour une grande partie du monde, tout en escroquant les systèmes de santé publique avec une majoration exorbitante. AstraZeneca a proposé son vaccin à un prix bien plus bas, et Moderna, à son crédit, a annoncé qu'elle ne ferait pas valoir les brevets sur son vaccin. Ainsi, les personnes en zone défavorisée pouvaient fabriquer une version générique moins chère pour leurs patients. Pfizer ne l'a pas fait, car pourquoi l'aurait-elle fait ? Maintenant, alors qu'il y a tellement d'argent à ramasser pour eux, c'est de l'enrichissement opportuniste sur fond de pandémie dans sa forme la plus flagrante. Accepter d'aider à sauver quelqu'un d'un bâtiment en feu, mais seulement s'il accepte aussi de vider ses poches. Durant la crise du Covid-19, nous avons vu des exemples plus flagrants, notamment lorsque de grandes entreprises pharmaceutiques ont gardé les profits de vaccins prépayés ensuite annulés. Ce sans-gêne ne s'acquiert que lorsqu'on est assez riche et bien entouré pour échapper à de vraies conséquences. Le pire dans cette conspiration où le profit passe avant les patients, c'est que ce n'est même pas la seule fois où Pfizer a agi ainsi. Pour une maladie plus grave que la Covid-19, ils ont aussi employé les mêmes méthodes douteuses, avec des médicaments pour les personnes atteintes du sida, comme le Rescriptore. En 2003, Pfizer est revenu sur un accord qui aurait permis de rendre ce médicament beaucoup plus abordable pour les personnes des pays pauvres ravagés par le VIH et le sida, simplement parce que les marges bénéficiaires n'étaient pas suffisantes. Mais contrairement aux acteurs de notre future conspiration pharmaceutique, au moins, ils n'étaient pas complices de meurtriers de masse génocidaires. Voici une question. Si 2 personnes investissent la même somme, pourquoi l'une réussit-elle souvent mieux ? Ce n'est pas une question de chance. Tout commence par 2 mythes, auxquels des millions d'investisseurs croient encore. Démystifions-les avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain connaît de fortes baisses chaque année. Et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant,
et amené de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses sous le coup de l'émotion. Mythe numéro 2. Les actifs à revenu fixe sont compliqués et ne sont pas destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen de l'investissement alternatif pour les particuliers a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagnez un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et répartissez les risques. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Voilà, c'est fait. 2 mythes sur l'investissement ont été démystifiés. Investissez dès aujourd'hui avec Mintos. 11. La société Tanabe Pharma est l'une des entités pharmaceutiques les plus puissantes du Japon, dont les origines les plus anciennes remontent à 1678. C'est exact, c'est une entreprise qui a presque 350 ans. En raison de son ancienneté, de ses fusions et des changements de nom liés à la mauvaise réputation des entreprises pharmaceutiques, elle a souvent changé de nom. Jusqu'en 2025, elle s'appelait Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation. Avant cela, elle a porté de nombreux noms différents, notamment Mitsubishi Tokyo Pharmaceuticals et Wellfied Corporation, qui ont fusionné en 2001. Le véritable objet d'intérêt ici est la société Wellfied. Cette société était le résultat de la fusion de 2 autres entités en 1998, Yoshitomi Pharmaceutical Industries Limited et la Green Cross Corporation. Bien sûr, la Green Cross Corporation n'était pas sans scandale. À la fin des années 1980 environ, 3000 personnes utilisant leurs produits sanguins ont contracté le VIH à cause d'une contamination. La technologie était connue pour être dangereuse, mais elle a tout de même été mise sur le marché. Peut-on vraiment espérer autre chose quand l'un des fondateurs est l'un des criminels de guerre les plus brutaux et sadiques de Mémoire d'homme? C'est exact. L'un des fondateurs était Masashi Kitano, le 2e commandant de l'unité 731, une division de recherche sur la guerre chimique et biologique. Leurs crimes envers le peuple chinois figurent parmi les pires jamais recensés. Ils provoquaient exprès des gelures pour étudier leurs effets sur le corps. Ils utilisaient des vivants comme cobayes pour des essais au fusil et à la baïonnette. Ils amputaient et pratiquaient des vivisections sur des patients conscients. Ils infectaient volontairement des gens avec la syphilis et la peste. Ils forçaient des femmes à devenir enceintes. Des personnes étaient affamées, écrasées, mutilées, injectées avec du sang animal. Si nous essayons de lister toutes les atrocités commises à l'unité 731, cela prendrait toute cette vidéo. L'un des principaux responsables n'a subi aucune conséquence, est devenu consultant pour des programmes militaires américains, et a cofondé Green Cross. Nous savons avec certitude qu'il y avait plusieurs membres de l'unité monstrueuse dans l'équipe. Ryoshi Naito était également intimement impliqué dans Green Cross. Non seulement il a participé aux atrocités de l'unité 731, mais il a aussi pris part à l'effort du gouvernement d'après-guerre pour dissimuler le pire de leurs crimes communs. Et le plus effrayant, c'est que ça a marché. Imaginez les choses comme ça. Ce serait comme apprendre que Himmler et Eichmann sont morts de vieillesse et siégeaient au conseil d'administration de Pfizer. Comme vous le verrez, Big Pharma et les expériences humaines non éthiques ne sont pas rares. Numéro 10. Nous revenons à Pfizer, qui a un lourd passif en matière de conspiration pharmaceutique particulièrement sinistre. Celle-ci a un nombre de morts confirmé par la justice. En 1996, une horrible épidémie de méningite ravageait le Nigeria, avec près de 110 000 cas et près de 11 700 morts. La communauté internationale, publique et privée, a uni ses ressources pour répondre à la crise. L'une de ces entités était Pfizer, qui a vu une occasion de faire d'une pierre 2 coups, mais ils ont finalement tué bien plus que ça. Pfizer a profité de l'épidémie de méningite pour lancer un essai clinique de son médicament Trovin. Approuvé par la FDA pour les adultes, il n'avait pas été testé sur les enfants en Occident pour des raisons évidentes. Les enfants nigérians, n'ayant pas d'autre option, semblaient être des cobayes plus sûrs. Peut-être que certains d'entre eux seraient même guéris au passage. Une victoire, en théorie. Mais la façon dont Pfizer a mené ses tests était très contraire à l'éthique, voire diabolique. Ils n'ont pas obtenu le consentement éclairé des parents des enfants ayant reçu le Trovant, ni informé que les médicaments étaient expérimentaux.
Ils ont même mené ces expériences dans des hôpitaux, où le personnel de Médecins sans frontières soignait les patients avec des méthodes éprouvées et légitimes. 200 enfants ont reçu du Trovan. 11 sont morts à la suite de cela. De nombreux autres ont subi des effets secondaires graves, troubles de la parole, de l'audition, cécité, insuffisance hépatique, paralysie et troubles neurologiques. On avait promis aux parents l'espoir d'une guérison, mais leurs enfants sont devenus handicapés lors d'un essai clinique d'une grande entreprise pharmaceutique américaine. Beaucoup de Nigérians ont vu cela comme une attaque politique directe contre la majorité musulmane du pays de la part de l'Occident. Et si cet incident horrifiant n'était pas déjà assez grave en soi, il a laissé un héritage durable et extrêmement dangereux de scepticisme envers les vaccins dans plusieurs pays africains. En 2022 seulement, 23% de la population était vaccinée sur l'ensemble du continent. Des incidents comme les essais mortels de Pfizer ont été des facteurs majeurs qui ont maintenu ces chiffres en dessous du seuil d'immunité collective. Tout ce que Pfizer a subi pour cela, c'est une mauvaise presse, ainsi qu'un prétendu règlement, à l'amiable de 75 millions de dollars avec l'État local et de 175 000 dollars à 4 familles d'enfants décédés en 2009. Cela représente une erreur d'arrondi sur leurs marges bénéficiaires annuelles. Les médicaments est coûteuse, mais elle est nécessaire. Mais si l'une des principales raisons pour lesquelles les médicaments est si cher était en réalité un énorme mensonge. Numéro 9. Si vous vouliez trouver un symbole vivant de tout ce que le grand public déteste chez les grandes entreprises pharmaceutiques, vous ne pourriez pas faire mieux que l'infâme, soi-disant, Pharma Bro, Martin Shkreli. Il a fait la une en 2015, après avoir acquis, via Turing Pharmaceuticals, le médicament vital contre la toxoplasmose, le Daraprim. Il a ensuite fait passer le prix de 13 $ et 50 cents par comprimé à 750 $. C'était l'un des actes de cupidité d'entreprise les plus éhontés, même pour une industrie qui en regorge. Pour donner une leçon à Shkreli, un groupe d'adolescents australiens a fabriqué le principe actif du médicament pour une fraction du prix. Leur expérience en classe a produit 0,13 onces de pyrimétamine pour 20 $. Aux États-Unis, cette même quantité coûterait jusqu'à 110 000 $. Mais cela n'a pas empêché Shkreli d'incarner tous les pires travers du secteur qu'il avait choisi. Il disait que les prix plus élevés qu'il pratiquait étaient nécessaires à l'innovation, en raison des coûts élevés de la recherche et du développement, ou R&D. C'était un mensonge, car c'est justement le cœur de cette conspiration. Les entreprises pharmaceutiques adorent exagérer les coûts de la R&D. Cela leur donne l'occasion d'augmenter le prix de leurs médicaments, au final. La R&D coûte bien moins cher qu'ils le disent, et ils dépensent environ un tiers pour la R&D d'un médicament par rapport à ce qu'ils dépensent en marketing pour ce même médicament. Selon le rapport « Les mythes de la R&D », le dossier contre l'épouvantail de la R&D brandi par l'industrie pharmaceutique, publié par l'Organisation de défense des consommateurs Public Citizen, les grandes entreprises pharmaceutiques ne dépensent en réalité qu'un cinquième de ce qu'elles prétendent investir dans la R&D des médicaments. Une grande partie de ces coûts est aussi financée par le contribuable. En 1995, des scientifiques financés par les contribuables américains ont mené au moins 55% des projets de recherche, ayant conduit à la découverte et au développement des 5 médicaments les plus vendus selon les données de l'Institut national de la santé. Les grandes entreprises pharmaceutiques aiment dire qu'il faut 2,6 milliards de dollars pour amener un médicament du laboratoire au marché, ce qui est une exagération folle. Cela s'appuie sur une étude très biaisée du Tufts Center for the Study of Drug Development, qui n'a pas été transparente sur la taille de l'échantillon et ses méthodes. Des recherches indépendantes ont montré que les coûts médians pour une phase d'essai clinique réussie sont probablement plus proches de 19 millions de dollars. C'est à peine une fraction du montant total capitalisé du pipeline que Big Pharma aime mettre en avant, et espère simplement que vous n'examinerez pas de trop près. Mentir sur ses propres coûts pour gonfler artificiellement ses prix et ses profits est une tactique absolument répréhensible. Mais cela devient vraiment dangereux lorsque Big Pharma ment pour vous persuader de prendre un médicament que vous ne devriez vraiment pas prendre. Numéro 8. Tout le monde sait que les médicaments ont des effets secondaires et que les maladies les plus graves entraînent généralement des effets secondaires potentiels plus sévères après le traitement. Toute personne sous traitement médicamenteux prend un risque éclairé, choisissant entre souffrir des symptômes ou affronter le risque de les soulager, du moins si les entreprises pharmaceutiques sont vraiment honnêtes sur ces risques. C'est ce qui s'est produit avec Merck et le Vioxx, un anti-inflammatoire. Selon l'Union des scientifiques concernés, je cite, « Merck a utilisé des méthodologies biaisées et défectueuses pour obtenir des résultats prédéterminés et exagérer les effets positifs du médicament. Ces tactiques secrètes ne devraient pas exister quand des vies sont en jeu. »
Merck a enfreint un principe fondamental des essais cliniques. Après avoir testé l'efficacité du Vioxx par rapport à celle du naproxène, un médicament concurrent, les dirigeants ont faussement affirmé que le naproxène possédait un effet cardioprotecteur unique. Quelles données tentaient-ils de cacher avec ce tour de passe-passe d'entreprise? Eh bien, il pourrait s'agir du fait qu'il a été prouvé que le Vioxx augmentait le risque de crise cardiaque chez les patients d'environ 400%. Et puis il y a l'anti-arthrétique Celebrex de nos amis de chez Pfizer. Cela devait probablement sembler être une bénédiction pour les personnes qui le recevaient. Et pendant un certain temps, c'était en fait l'un des médicaments les plus rentables de la société. En 2012, il a été révélé que Pfizer sélectionnait les données de test pour rendre le médicament plus sûr qu'en réalité. Bien que des décès dus à des ulcères d'estomac et crises cardiaques liées au Celebrex aient eu lieu dès 1999, ils étaient faussement présentés comme des cas isolés, ne méritant guère d'attention. Des cadres ont été surpris en train de comploter par email pour manipuler les données à leur avantage. Ils ont payé plus de 164 millions de dollars pour régler un recours collectif intenté par des investisseurs. Ils ont aussi été forcés par la FDA de cesser toute promotion du Celebrex sous toutes ses formes auprès du public, même s'il restait techniquement autorisé sur le marché. Vous ne seriez, sans doute, pas surpris d'apprendre que ces grandes entreprises manipulent la vérité pour l'argent, sacrifiant des vies en dommages collatéraux. Vous pourriez cependant être surpris par l'une des techniques secrètes dignes d'un complot qu'ils emploient. Numéro 7. À quand remonte la dernière fois où vous avez entendu parler aux infos d'une avancée médicale majeure? Un traitement révolutionnaire qui semblait faire progresser la science médicale dans une nouvelle direction. Si vous ne vous souvenez pas d'une avancée depuis le Covid, vous n'êtes pas le seul. En partie, cela s'explique par le fait que de nombreuses grandes entreprises pharmaceutiques pensent qu'il est préférable d'investir dans des médicaments Me Too à la place. Aussi appelés médicaments Me Too, ils ressemblent beaucoup à des traitements existants, avec seulement de légères modifications. Les médicaments Me Too offrent des avantages, comme des améliorations mineures aux médicaments d'origine, ou un choix plus large pour des patients aux besoins spécifiques. Mais même si cela n'est pas négligeable, les critiques ont accusé les médicaments Me Too d'être en réalité une grosse sangsue affamée accrochée au flanc de l'industrie pharmaceutique. Certaines des principales critiques à l'égard des médicaments Me Too sont qu'ils détournent la recherche et le développement au profit de médicaments qui ne font qu'élargir les gammes de produits des grands groupes pharmaceutiques. Les chiffres sont plutôt préoccupants. Ils montrent combien la production de médicaments est consacrée aux médicaments Me Too plutôt qu'aux médicaments innovants. Plus de 60% des médicaments figurant sur la liste des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé sont des médicaments Me Too. C'est particulièrement préoccupant pour les chercheurs travaillant sur les antibiotiques, où la menace des infections résistantes aux antibiotiques plane en permanence. Une évolution constante est nécessaire pour garder une longueur d'avance sur cette menace. Mais ce n'est même pas la ruse la plus diabolique que Big Pharma utilise pour maximiser les profits de ses médicaments. Numéro 6. Les brevets. C'est la raison pour laquelle Pfizer a pu gonfler le prix de ses vaccins, et Martin Shkreli a pu imposer cette augmentation de prix insensée, avec le Daraprime. Le problème, du moins du point de vue de Big Pharma, c'est que les brevets ne sont pas éternels. En moyenne, ils ne durent qu'environ 14 ans. Certaines études ont montré que les versions génériques disponibles pour les médicaments dont le brevet a expiré peuvent être jusqu'à 95% moins chères. Donc, si Big Pharma veut maintenir ses prix aussi élevés que possible, ils doivent trouver un moyen de prolonger artificiellement la durée de leurs brevets au-delà de leur durée de vie naturelle. Cette technique sournoise s'appelle l'evergreening. Vous ne verrez plus Big Pharma comme avant après avoir découvert ceci. C'est d'une simplicité trompeuse. Les entreprises demandent sans cesse des brevets sur de simples variations du médicament d'origine. S'ils ajoutent un nouvel ingrédient, comme dans les médicaments Me Too dont on parlait plus tôt, ou s'ils le proposent sous un nouveau dosage ou une nouvelle méthode d'administration, par exemple en passant d'une injection à un inhalateur ou à un comprimé. En interne, Big Pharma aime appeler cela la gestion du cycle de vie, alors qu'un surnom plus honnête serait la gestion des prix. Même si les brevets sont contestés, les entreprises ne s'en soucient pas. Même en jetant de l'argent dans des batailles juridiques, ils peuvent vendre leurs médicaments à un prix de médicaments encore sous brevet. Leur service comptable a sûrement déjà analysé le coût-bénéfice. Ces frais juridiques sont une goutte d'eau dans l'océan, comparé à ce qu'ils gagnent tant que ces batailles continuent. Le docteur Joel Lekshin, professeur à l'école de politique et de gestion de la santé de l'université York à Toronto, a dit « En général, l'evergreening ne vise pas un réel avantage thérapeutique. Il s'agit d'un avantage économique pour l'entreprise. L'evergreening est un secret de Polichinelle. »
C'est le type de technique légale mais déplorable qui pénalise les pauvres et les malades, tout en satisfaisant les actionnaires. Mais qu'en est-il des cas où la science contredit les intérêts de Big Pharma et qu'ils tentent de le cacher? Numéro 5. Peut-on parler de complot sans de sombres intérêts d'entreprises menaçant de faire taire un lanceur d'alerte? C'est exactement ce qui est arrivé au Dr John Buse lorsqu'il a découvert qu'Avandia, un médicament contre le diabète appartenant à GlaxoSmithKline, provoquait des maladies cardiaques chez les patients lors des essais cliniques. Nous étions en 1999, et le Dr Buse travaillait à l'université de Caroline du Nord lorsqu'il a fait sa découverte et publié ses résultats. Cela a entraîné une menace immédiate de poursuite judiciaire de GlaxoSmithKline, risquant de détruire la carrière et les finances du Dr Buse. Il n'y avait aucun moyen pour un homme touchant un salaire de chercheur de pouvoir affronter légalement un géant pharmaceutique. Les menaces étaient si grandes que Buse a été forcé de signer une lettre rédigée par l'entreprise qui discréditait ses découvertes. Elle affirmait que les données étaient dans la sortie de leur contexte et qu'il fallait plus d'études pour conclure. Pourtant, des recherches ultérieures ont confirmé ce que disait Buse. L'Avandia était vraiment extrêmement dangereux. Et à cause de tout cela, la FDA a exigé le rappel total d'Avandia. En 2010, GlaxoSmithKline savait que leurs médicaments détruisaient le cœur des gens. Mais comme ils rapportaient de l'argent, ils ont gardé cette information secrète pendant 11 ans. Combien de vies ont-ils détruites en gagnant des millions, voire des milliards? Des dissimulations comme celle-ci sont dignes des pires cauchemars. Mais un produit encore plus terrifiant a réellement été commercialisé. Numéro 4. Voici deux mots qui ne devraient vraiment jamais être associés. Talc pour bébé et amiante. Mais le géant pharmaceutique américain très diversifié Johnson a associé ces deux éléments. Et ensuite, ils ont caché le fait qu'ils étaient au courant et que cela tuait des gens depuis des décennies. Des cas de mésothéliome, une forme rare et incroyablement agressive de cancer, ont commencé à apparaître chez des femmes qui n'avaient jamais été exposées à l'amiante sur leur lieu de travail. Les gens se sont alors demandé quel était le point commun. Peu de gens auraient imaginé que le coupable était le talc contaminé par l'amiante, sauf Johnson eux-mêmes. Dans au moins 3 tests réalisés par 3 laboratoires différents, entre 1972 et 1975, ils avaient trouvé de l'amiante dans leur talc et ont simplement décidé de cacher les résultats. Le bilan humain de cette affaire est véritablement révoltant. Plus de 11 000 personnes affirment que la poudre de talc Johnson est à l'origine de leur cancer. Cela inclut des milliers de femmes souffrant spécifiquement d'un cancer de l'ovaire agressif. Certaines de ces personnes ont probablement été contaminées dès leur plus jeune âge, alors qu'elles étaient encore des bébés. Tout cela à cause de la cupidité de l'industrie pharmaceutique. Le système judiciaire a enfin partiellement reconnu les victimes de l'industrie pharmaceutique. Johnson a dû verser 40 millions de dollars à ceux ayant eu un cancer à cause de leur talc contaminé. Pour faire pire, il faudrait quelque chose de vraiment diabolique. Comme la preuve qu'une entreprise pharmaceutique encore en activité a participé au pire crime nazi. Nous avons des révélations pour vous. Numéro 3. Tout comme la Green Cross Corporation du Japon, Bayer, le créateur de l'aspirine et de nombreux autres médicaments connus, est une entreprise très ancienne. 162 ans pour être précis. À l'instar de Green Cross Corporation au Japon, certains progrès médicaux de Bayer ont été facilités par des alliances avec certains des pires criminels de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Il ne s'agit pas simplement du cas d'une grande entreprise tacitement complice du régime nazi, du fait de son activité en Allemagne à l'époque. Bayer, en tant que membre du conglomérat IG Farben, a activement participé à certaines des pires atrocités commises par les nazis, tout cela simplement pour s'enrichir. Ils ont versé des honoraires au médecin SS Helmut Wetter pour tester des médicaments comme le Ruthnol sur des prisonniers dans les camps de concentration d'Auschwitz, de Dachau et de Gusen. Wetter était si méprisable qu'il sera jugé et pendu pour ses crimes par les Américains après la guerre. Il a également reçu l'aide d'Eduard Werth et de Friedrich Andres, qui ont testé des médicaments Bayer sur des femmes volontairement infectées par la tuberculose et la diphtérie au bloc 20 de Birkenau. Réduire ces innocents à l'état de cobayes humains n'était que la norme pour eux. Leur implication à plus grande échelle au sein d'IG Farben les a amenés à superviser le travail forcé des juifs dans les usines nazies. L'usine chimique d'Auschwitz intéressait particulièrement Bayer. Supervisée personnellement par un cadre supérieur de Bayer, elle produisait probablement des produits chimiques pour leurs travaux pharmaceutiques. En 1995, le PDG de Bayer de l'époque, Helga Weimeyer, a présenté des excuses publiques pour le rôle de son entreprise dans la perpétration d'expérimentations sur des êtres humains et de travail forcé pendant l'Holocauste. Cette vidéo montre que beaucoup d'entreprises pharmaceutiques ont un passé sombre, mais prétendent s'être amendées et avoir effacé leurs vieux démons. Aujourd'hui, si elles font quelque chose de mal,
C'est juste un accident, non? Eh bien, à moins que... Numéro 2. L'une des entreprises pharmaceutiques les plus dangereuses fut la tristement célèbre Purdue Pharma, détenue et dirigée par la famille Sackler, architecte de l'épidémie d'opioïdes américaine. Ils sont sans doute responsables de plus de morts que tous les tueurs en série des 200 dernières années réunis. Tout cela grâce à un seul médicament, l'Oxycontin. Il a été présenté comme une alternative moins addictive aux autres antalgiques. Mais Purdue savait que ce n'était pas vrai. Il savait que le médicament était écrasé et sniffé comme un stupéfiant récréatif puissant et dangereux. Il s'en fichait, il y avait de l'argent à gagner. Peu importait combien de morts il fallait pour gagner cet argent. Le New York Times a révélé un document du ministère de la Justice qui prouvait sans l'ombre d'un doute que Purdue était au courant des usages récréatifs de l'oxy dès 1996. Le conseiller juridique de Purdue Pharma, Howard R. Udell, a écrit au début de 1999 à un autre responsable de l'entreprise, je cite, « Nous avons en fait relevé des références à l'abus de nos produits opioïdes sur Internet. » En public, il disait exactement le contraire, tout en faisant la promotion agressive des comprimés. En 2007, Purdue a plaidé coupable de présentation trompeuse du médicament. Mais à ce moment-là, le mal était déjà fait. Des centaines de milliers de personnes étaient mortes à cause de l'épidémie d'opioïdes. Il est difficile de ne pas remonter à cette horrible, cruelle et cupide conspiration. Aussi grave que cela puisse paraître, il existe encore une preuve accablante et irréfutable. Malgré des préoccupations éthiques, la biotechnologie et la thérapie génique semblent de plus en plus incarner l'avenir médical pour de nombreuses maladies. Cela semble de la science-fiction, mais avec assez d'investissement en R&D, cela pourrait devenir possible. Les humains pourraient être totalement guéris des maladies, au lieu d'un simple traitement symptomatique. Cela a attiré l'attention de certains grands noms. En envisageant d'investir dans ces entreprises, Goldman Sachs s'est demandé « Guérir les patients est-il un modèle économique durable ?» Citation extraite d'un rapport de recherche biotechnologique de Goldman Sachs. C'est un extrait d'une citation de Salvin Richter. De tels traitements offrent une perspective très différente en matière de revenus récurrents par rapport aux thérapies chroniques. Bien que très bénéfiques pour les patients et la société, cela peut poser un défi aux développeurs de médicaments recherchant des revenus stables. Pour résumer tout ce jargon commercial, ce que Richter dit en gros, c'est « Pourquoi laisser les gens acheter leur santé alors qu'on pourrait les forcer à la louer ?» Ce sont les mêmes tactiques commerciales douteuses que les abonnements streaming ou les jeux vidéo en service continu. Mais ici, c'est votre vie qui est en jeu, au lieu de votre divertissement ou revenu. Et si c'est ce qu'ils sont prêts à dire à voix haute, pouvez-vous imaginer ce qu'ils cachent d'autre ? Vous voulez d'autres horreurs chimiques? Regardez ce que le fentanyl fait à votre corps, ou regardez plutôt ceci.